쉬울 거라고 생각 안 했어. 어렵게 하면 되지. 너희들이 있잖아. 우리 형님이 된다고 하면 되는 거예요. 그럼 입고 갈까요? 그저 그런 사람이 아닌 대단한 남자로 만들 거야, 내가. 고집, 객기 제대로 부려줄게. 이제 이태원 우리가 씹어먹는 겁니다. Bonjour et bienvenue sur ce 4e épisode d'Aliu Podcast. Aujourd'hui, on va se pencher ensemble sur une des productions les plus attendues de l'année, avec dans le rôle titre Park Seo-joon, j'ai nommé Itaewon Class. L'histoire de Park Se-loi, un lycéen qui voit sa vie chamboulée après la rencontre de Jang Eun-won et de son père qui est à la tête de Changa, la première chaîne de restauration en Corée. Soif de vengeance après la mort de son père, il se fixe l'objectif de détruire Changa et de devenir numéro 1 national avec son bar Tanbam. Un drama extrêmement attendu donc, basé sur le webtoon du même nom et qui a été sans surprise un très grand succès pour la chaîne JTBC. Mais la série justifie-t-elle vraiment les attentes et son nombre de téléspectateurs? On va voir ça ensemble aujourd'hui. Une des raisons du succès, je l'ai mentionné un peu plus tôt, c'est bien évidemment la présence de Park Seo-joon dans le rôle titre. Donc on va commencer par ça. Alors même s'il faut absolument arrêter d'envoyer Park Seo-joon dans la peau d'un lycéen, parce qu'il serait temps de se rendre compte qu'avec son âge, il n'est plus vraiment crédible dans ce rôle, je dois dire qu'à part ça, sans surprise, il est absolument excellent. Parce que ce rôle lui va à merveille. Il joue un rôle déterminé, un homme déterminé, qui reste fidèle à ses convictions, qui fera tout pour atteindre son but. Il y a vraiment cet air sérieux qu'il dégage, cette présence qu'il dégage. C'est très puissant et ça donne une vraie personnalité et une aura à son personnage. Sa relation avec son père, elle est merveilleuse. Réussir à en faire un personnage présent sans arrêt dans la série, malgré son décès dans l'épisode 1, je trouve ça très fort. Ces scènes où Se-loi boit seul avec un verre pour son père en face de lui, c'est d'une beauté sans nom et surtout c'est très bien utilisé parce qu'elles sont présentes quand il le faut et elles sont absolument pas surexploitées. Malheureusement, ça, ce n'est pas le cas pour Se-loi lui-même parce que je dirais que certaines répliques peuvent être parfois assez lourdes et assez barbantes. J'ai eu l'impression que les auteurs de la série avaient l'objectif que chaque réplique de Se-loi devait être profonde, réfléchie, avoir un sens important sur la vie ou sur l'amour. C'est vrai qu'au bout de 16 épisodes d'une heure, ça a commencé à être difficile à supporter. Mais encore une fois, heureusement que Park Seo-joon était à la barre, parce que j'ai du mal à m'arrêter vraiment là-dessus. Je vais pas dire que c'est un point négatif. Un personnage principal donc parfaitement réussi. Parlons de son ennemi, Chang Dae-hee. Il est incarné par Hugh Jae-myung et est également une très grande réussite de la série. D'abord grâce à l'acteur qui je trouve est excellent, mais également par le climat qu'arrive à créer la série autour de ce personnage. Sa première apparition, c'est le parfait exemple. L'atmosphère des scènes change radicalement lorsque ce personnage apparaît. Ça nous fait ressentir ce sentiment de crainte qu'ont tous les autres personnages envers lui. Du coup, la réussite de ces deux personnages que sont Park Se-loi et Chang Dae-hee rend la trame principale d'Itaewon Class fascinante à suivre. J'avais vraiment l'impression de voir une partie d'échecs entre deux grands cerveaux. Je me demandais quel allait être le prochain coup de l'un, quelle sera la réponse de l'autre. Et la série joue beaucoup sur cet aspect également, avec le jeu de go qui est omniprésent tout au long de la série. Chang Dae-hee qui bat son fils, qui bat son autre fils ou qui bat son associé. Ce côté échec, jeu de go, jeu de stratégie, jeu de plateau est omniprésent et m'a beaucoup intéressé et est le plus gros point positif de la série. Et en fait, heureusement qu'il y avait ces deux personnages pour rendre cette histoire passionnante. Parce que la série, à côté, pêche énormément dans ses personnages secondaires et ses sous-intrigues surtout. Parlons d'abord de Choi-soo, parce que la qualifier de personnage secondaire, c'est un peu dur. Individuellement, ce personnage est fascinant. Par sa façon de penser, de se comporter avec les autres, de réfléchir tout simplement. La voir évoluer et la connaître était très intéressant, mais la volonté des auteurs de la série de toujours remettre son histoire avec Se-loi au premier plan m'a vraiment déçu au fur et à mesure de la série. Parce que je trouvais simplement qu'il y avait tellement plus d'enjeux que cette histoire d'amour à laquelle je n'ai jamais vraiment cru. Par exemple, les voir parler de leur histoire d'amour alors qu'ils essaient de s'échapper à un gang qui veut les tuer, les voir sans cesse ramener cette intrigue sur le devant de la scène, ça m'a sérieusement embêté. Et en parlant de personnages qui m'embêtent, je me sens obligé de mentionner Hoswa. Honnêtement, si je dois retenir qu'une seule chose
de ce personnage, ce sera son choix de divulguer tous les agissements illégaux de Tianka à la police. Et je mets tout le reste à la poubelle parce que ce personnage ne vit que par le prisme de Seloui, il n'existe qu'à cause de Seloui, il n'agit qu'à cause de Seloui, et indépendamment devient absolument inutile. L'écriture de ce personnage est complètement ratée, et je trouve qu'on perd un temps fou à développer ces sous-intrigues inutiles. Je prends celle avec Choi-So par exemple, qui se retrouve tous les 3 épisodes dans un resto pour dire qui aime le plus qui et qui est la plus aimée. Je trouve que c'est un des gros problèmes de la série, avoir tellement de personnages secondaires, tellement de sous-intrigues, que le développement de chacune de ces histoires est sans cesse mis en pause, sans compter le fait que certaines ne servent absolument à rien, dont Osua. Comme je l'ai dit, l'intrigue principale est très bien écrite, mais on se rapproche vraiment de la catastrophe pour le reste. La série, elle est incapable de faire avancer ses sous-histoires. Donc pour ça, une seule solution, elle va se reposer sur le hasard, sur le destin. Combien de fois les personnages sont tombés comme par hasard sur quelqu'un ? Parce que c'était la seule façon que la série a trouvé pour faire avancer ses intrigues. Seloui tombe sur Soi et va manger avec elle au resto, ou alors Iso qui comme par hasard s'enfuit dans les toilettes des mecs où Seloui se trouve, ou alors la fille du policier qui se perd et qui demande de l'aide et comme par hasard tombe sur Madame Kang. Ce ne sont que 3 exemples. Il y en a tellement que je prendrais des heures à tous les lister. Dans cette série, tout est le fruit du hasard et ça montre une pauvreté d'écriture affligeante. Et l'ellipse de 4 ans vers la fin de la série montre encore une énorme erreur et une facilité scénaristique vraiment détestable. C'est une facilité dans le développement du bar de Seloui, c'est une facilité pour faire avancer une histoire qui commençait à patauger malgré l'épisode 12 qui était très très bon. Les personnages perdent tout leur charme et je comprends pas comment on peut se résoudre à ça pour faire avancer une histoire. Itaewon Class, c'est une série qui nous offre des moments extrêmement marquants. C'est le repas entre Seloui et son père, c'est le discours de Seloui pour soutenir Hyuni, c'est la victoire à l'émission de Top Bar, c'est Seloui qui se met à genoux devant Chang Dae-hee. Le drama veut que le spectateur se rappelle de ça. Et dans un sens, ça marche, car ce sont les souvenirs que je souhaite garder de la série, vraiment. Mais c'est pas une raison pour nous mettre du remplissage mal écrit entre chaque scène. La série n'a pas su trouver une bonne écriture pour faire avancer son intrigue. Et le destin et le hasard ne peut pas être une justification. Je peux pas accepter que 10 fois pendant chaque épisode, avant un climax, je peux pas accepter qu'un tel rencontre un tel dans la rue et du coup fasse avancer leur intrigue entre eux, fasse développer, fasse évoluer leur relation. C'est trop facile. Je dis pas que ça doit être interdit parce que ça arrive dans la vraie vie de tomber sur quelqu'un. Mais on ne peut pas en faire son premier argument scénaristique. Et du coup, prenons le dernier épisode qui dure 1h30. C'est la meilleure illustration du nombre bien trop important d'intrigues, parce qu'il doit fermer toutes les boucles, finir tous les chapitres de tout le monde. On se retrouve du coup avec un épisode, avec plusieurs petites scènes qui se succèdent, comme si en fait on lisait une BD avec plusieurs cases, tout ça pour caser tous les personnages avant la fin. Et même si on leur accorde seulement quelques secondes, on a au moins la bonne conscience d'avoir fini leur arc scénaristique. Sauf que au lieu justement de se dire « ce personnage a eu une fin », on va se dire exactement le contraire. L'écriture a été complètement bâclée. Pourquoi ? Parce que l'écriture est beaucoup trop chargée, parce que le scénario est beaucoup trop chargé. 16 épisodes d'1 heure chacun. C'est énormément de contenu, énormément. Donc évidemment que l'intrigue principale ne va pas suffire à remplir autant de temps à l'écran. Donc la série va se reposer également sur ses personnages secondaires, et donc développer de nouvelles intrigues. Mais pour ça, il faut être capable de gérer un rythme, il faut être capable de gérer le développement de ces intrigues, il faut être capable de gérer l'évolution de chaque personnage, le développement de chaque personnage. Et la série en est clairement incapable parce que certaines intrigues, certaines sous-intrigues et certains personnages se la rend largement plus babysités que d'autres. Et c'est dommage parce que ce n'est pas comme ça que la série nous présente les personnages au début. Prenons le personnage de Tony, par exemple. Il est tellement intéressant au départ, et il a justement été victime de cette histoire trop complexe, et il n'a pas su exister dans la série. Vraiment, cette représentation des métis coréens qui ne sont pas vus et reconnus comme tels, c'est excellent qu'elle soit abordée dans une série aussi importante qu'Itaewon Class. Mais malheureusement, avec toutes les autres intrigues, la série a jugé, alors consciemment ou inconsciemment, je ne peux pas savoir, mais elle a jugé que Tony restera cantonné à ce rôle d'homme qui va être reconnu comme coréen et qui cherche son père, parce qu'il va disparaître pendant plusieurs épisodes pour réapparaître comme par magie, découvrir la vérité sur sa famille et repartir dans l'oubli après ça. C'est dommage parce que la série, elle montre qu'elle sait gérer ses personnages secondaires et ses sous-intrigues
avec Hyuni par exemple, c'est l'un des points merveilleux de la série. Représenter la transsexualité, donner l'opportunité au personnage de dépasser ça pour prendre une place plus importante dans la série, c'est absolument réussi. Parce que Hyuni, c'est pas seulement le personnage transsexuel de la série, elle est bien plus que ça. Elle est le personnage qui est devenu une vraie chef, qui s'est battue pour son identité et pour sa place dans Tanbam. Et du coup, ça rend la victoire à l'émission Top Bar vraiment l'apogée de son combat. C'est un réel bonheur de voir d'abord cette cause défendue dans un si grand programme, et en plus de l'avoir aussi bien développée, que ce soit dans l'aspect de la transsexualité, mais également à travers le développement du personnage. Et je peux dire que bravo et merci sur ce point-là à la série. Sachant que la cause LGBT est très bien représentée, parce qu'il y a la présence de Hong Sok-chan, qui est une célébrité sud-coréenne ouvertement gay. Donc les intentions de la série, elles étaient présentes, et je la remercie de représenter de telles causes. Mais encore une fois, ces deux intrigues montrent clairement le déséquilibre de la série. Faire passer à la trappe ainsi l'intrigue de Tony en le faisant apparaître pendant un épisode, puis disparaître pendant 4-5 épisodes, puis le voir revenir d'un coup et clore son arc, la série qui est incapable de gérer ses sous-intrigues. Et c'est dommage parce qu'il y a d'autres histoires de la série qui ont été bien plus développées que celles de Tony. Je pense par exemple, on en a parlé tout à l'heure avec Oswa et Choisa, ou alors Park Se-loi avec Oswa. Honnêtement, voir ce genre d'intrigue où on passe tellement de temps à répéter encore et encore la même chose, avec des ficelles telles que je te rencontre par hasard dans la rue, à croire qu'Itaewon c'est un pâté de maison dans la banlieue parisienne, ce n'est pas normal que la série donne sa priorité à de telles intrigues quand elle laisse de côté celle de Tony qui était pourtant de base tellement intéressante, mais qui fait de Tony un des personnages les moins en vue de la série, malgré une des histoires les plus intéressantes. Mais il y a un autre personnage secondaire que je trouve absolument réussi et qui a justement su se développer autour d'une sous-intrigue qui était digne d'être explorée. Et je parle de Tian Keun-soo, qui m'a vraiment fasciné par son évolution depuis sa rencontre avec Se-loi. On nous le présente comme un lycéen assez timide, assez poli, très naïf, et qui justement au contact de Se-loi et de par son amour pour Issa, va piocher dans le caractère de chacun pour devenir un homme plus déterminé, plus sûr de lui. Soyons clairs, il devient très clairement un personnage détestable, il n'y a aucun doute là-dessus, mais je trouve son changement de comportement très bien écrit et très bien amené par rapport aux autres personnages et par rapport aux autres sous-histoires. Keun-soo, il a eu le droit à une histoire passionnante. Et c'est par exemple pas le cas pour son frère Keun-won, que je mets aux côtés de Soi dans les gros ratés de la série. On essaye vainement vers la fin de nous faire comprendre un peu le comportement et que c'est à travers le peu d'attention que son père lui portait qu'il est devenu ainsi. C'est vrai que cette justification, j'ai beaucoup de mal à l'accepter. Dès sa première scène, il est présenté comme un con, même avant l'accident avec Monsieur Park. La série nous a fait comprendre qu'il était méchant et con tout court. Et on est obligé de l'accepter ainsi, et je trouve cette tentative d'explication, cette tentative de donner un background à ce personnage assez vain et même ridicule. Tous les autres personnages ont eu le droit à leur petit flashback de 5 secondes. Et je dis pas que c'est une très bonne idée. Au moins on sentait les intentions de la série de nous donner un peu le passé de chaque personnage pour comprendre un peu mieux leur comportement et leur caractère. C'est vrai que Keun-won, on n'a absolument pas eu ça. On nous l'a présenté comme con et méchant, et on doit l'accepter comme con et méchant parce qu'il faut un méchant à l'histoire. Et c'est dommage que ça s'arrête là parce que je ne comprenais pas ce personnage, à part le fait qu'il est méchant pour être méchant, je ne comprends pas les intentions de ce personnage. Il n'est pas inutile comme Soi, mais je ne le comprends pas. Son combat final avec Se-loi, on a suivi des années de haine entre les deux, c'est un combat infernal entre les deux. Finir cette intrigue sur une vulgaire baston dans une rue de campagne de nuit, c'est quand même dommage de clore cette boucle de cette façon. En fait, je me retrouve obligé de parler aussi longuement sur chacun des personnages, parce que c'est là-dessus que la série veut se montrer intéressante. Elle veut se montrer intéressante par la multitude de personnages, par la diversité de chacun et par la multitude de sous-intrigues auxquelles ils sont tous attachés. Je vais pas m'étaler sur le rôle de Seung-kwan. J'ai trouvé son écriture assez solide, j'aime la façon avec laquelle il est introduit et la fin de son arc, mais beaucoup moins avec son absence progressive au milieu de la série, parce que c'est une victime également de l'écriture, parce que la série n'arrive pas à gérer ses personnages. Je trouve que c'est pas normal et je trouve qu'on peut pas accepter que tous les personnages à part principaux aient un épisode référence, puis tombent dans l'oubli pendant 4-5 épisodes,
puis reviennent de nulle part. Surtout quand c'est des personnages importants qu'on nous présente comme Tony, comme Seungwon. La série n'a pas su contenir ses ambitions dans le scénario. Je n'ai pas lu le webtoon, donc je ne pourrais pas dire, donc je ne sais pas d'où viennent les idées, si c'était des idées originales ou basées sur le webtoon, mais rendu à l'écran, la balance et l'équilibre des intrigues ne fonctionnent absolument pas. Et c'est dommage d'avoir une trame principale entre les deux ennemis aussi fascinante à suivre, d'avoir le développement de Hyunhee et le développement de Gunsu aussi bien écrit et aussi bien amené, et d'à côté avoir des personnages incompris comme Oswa et Chang Geun-won, et des intrigues pas assez exploitées comme celle de Tony, et avec dans ce marasme de nous rajouter des rencontres aléatoires qui est le seul facteur pour nous faire avancer dans l'histoire, avec évidemment les ellipses qui je trouve ne sont absolument pas contrôlées, parce que les ellipses c'est un exercice très dur, et j'avais fait la même critique d'ailleurs sur Kingdom dans l'épisode 2 du podcast, et ça n'aide pas vraiment à la pauvreté scénaristique de la série, et c'est vraiment dommage. Concernant la réalisation, je n'ai pas grand chose à dire et c'est pas spécialement un point positif. J'aurais 2 mentions je pense. Tout d'abord le décès du père de Seloï, qui est vraiment une des scènes qui m'a marqué et qui est une des meilleures scènes de la série. Cette façon de filmer l'accident avec une caméra qui est accrochée à l'acteur, je dirais, je sais pas, une GoPro ou un truc comme ça, qui fait que l'on vit l'accident en même temps, et j'étais pas été choqué par la violence, mais je m'attendais pas à ce que la série montre cette violence. J'attendais vraiment un côté pudique dans l'accident, parce que c'est vrai que quand la caméra reste braquée sur le père qui est en scooter, on s'attend à ce qu'il se passe quelque chose, et donc c'est vrai que même en sachant ce qui allait se passer, la série a réussi à me surprendre et à me marquer par la façon dont la scène a été filmée, et ça c'est un vrai bon point. Et d'ailleurs, gros clin d'œil à Seloï, parce que cette façon de filmer est également utilisée dans l'épisode 14, où Seloï est renversé par une voiture. Donc voilà, clin d'œil et clairement idée de réalisation intéressante et qui m'a marqué, et c'est une des images de la série. J'aurais donc une deuxième mention, un peu plus subtile mais un peu moins marquante, mais où j'ai bien aimé la variété. C'est vrai que très vite je me suis convaincu et j'ai accepté le fait que j'allais voir 16 épisodes de Chant contre Chant sans idées de mise en scène et de réalisation spéciale, et j'avais pas tort parce qu'on se tape vraiment 16 épisodes de Chant contre Chant, sauf pendant une scène lors d'une discussion entre Park Se-loi, Hee-ho-jin, Madame Kang, je crois. On a un chant contre chant, évidemment, et justement, c'est la scène où Se-loi essaie de convaincre cette cadre de Janka de rallier son camp. Tout d'abord, la scène est filmée de manière assez basique, c'est-à-dire en respectant la règle des 180 degrés. Imaginez que 2 personnes qui se parlent et qui se regardent dans les yeux, on tire une ligne entre les yeux de chacun, donc ça nous fait une ligne droite, et la règle du chant contre chant est des 180 degrés, c'est qu'on va tout simplement rester seulement que d'un côté de la ligne, juste pour pas perdre le spectateur dans l'espace. Et au contraire, dans cette situation, Seloï va avoir le courage de faire sa proposition à cette femme qui va la déstabiliser, qui va surprendre. Et donc tout d'un coup, la caméra qui est restée à la droite de Seloï pendant tout le plan va se déplacer à sa gauche et du coup casser cette règle des 180 degrés. Et pendant toute la discussion, on va avoir ce décalage qu'on n'a pas vu, qu'on ne voit pas dans une scène filmée normalement. C'est juste une idée de réalisation assez connue et qui permet de montrer ce décalage, que la situation n'est plus normale, n'est plus commune et qu'il se passe quelque chose. Puis la scène se déroule et Madame Kang, au fur et à mesure, alors qu'on pensait qu'elle serait réticente et qu'elle allait envoyer bouler un jeune homme qui lui propose quelque chose d'inacceptable pour son rang, elle va nous surprendre en insinuant qu'elle pourrait rejoindre son camp, et dès qu'elle dit cette phrase, la caméra, toujours à la gauche de Seloï du coup, va revenir à sa position initiale à sa droite, revenir à la position initiale de la règle des 180 degrés, comme pour dire, la situation est revenue à la normale, il n'y a plus de gêne entre les deux, il n'y a plus de confrontation entre les deux, parce que Madame Kang a rejoint le camp de Seloï. C'est très subtil et la scène dure 2 minutes, 3 minutes, mais c'est vrai que quand je l'ai vu, moi qui m'étais convaincu que j'allais voir que du chant contre chant pendant 16 épisodes d'1 heure, eh bien cette scène est différente des autres. Par exemple, comme la discussion entre Hee-ho-jin et Park Se-loi en prison, quand au lieu justement de nous faire un chant contre chant basique entre les deux, on va tout simplement avoir la caméra braquée de côté sur Hee-ho-jin et avoir le reflet de Park Se-loi dans la vitre, et au lieu de nous faire un chant contre chant et de changer de plan à chaque fois, de tout simplement rester sur ce plan fixe, parce qu'on voit en premier plan Hee-ho-jin, et on voit juste à côté le reflet du visage de Seloï,
Et donc on comprend tout simplement qu'ils sont en train de parler et on voit les expressions de chacun. C'est des petites notions toutes simples, mais ça apporte quelque chose à la série. C'est dommage qu'il y ait que ces 2 moments où on nous a proposé quelque chose de différent. Et donc on parle de drama, donc évidemment que l'OST est d'une beauté sans nom et d'une beauté incroyable. Rien que déjà qu'avec la présence de Kim Woo-sang, j'étais séduit. Je ne peux rien dire de négatif sur cette OST, si Kim Woo-sang en fait partie. Mais en plus, le casting est fou. Lee Chan-sol, je vous en ai parlé, c'est le chanteur de Pentiji, qui est un groupe qui vient de débuter. Je vous en ai parlé au 3e épisode d'Aliou Podcast. Si ça vous intéresse et si vous avez aimé sa musique qui est fabuleuse, allez écouter le début de ce groupe merveilleux. On avait également la présence de Crush, que j'adore. On avait la présence de Gaho avec Sijak et de V avec Sweet Night. 2 chansons complètement différentes parce que je trouve qu'il y en a une, Gaho, qui est un peu surexploitée, un peu surutilisée quand même. On l'a entendu beaucoup de fois. Je pense que c'est surtout parce que c'était une des chansons prêtes lors de la diffusion, alors que Sweet Night de V, elle a été officialisée dans les médias en tout cas assez tard pendant la diffusion. Donc c'est sûrement pour ça qu'elle est arrivée assez tard et du coup qu'elle n'est pas vraiment utilisée. Mais Sijak de Gaho, elle a vraiment été beaucoup utilisée. On a eu la version normale, on a eu la version instrumentale, on a eu même une version acoustique pendant la série. Donc vraiment, on l'a beaucoup entendu, un peu trop à mon goût, mais cette chanson est géniale. Gaho en général est génial, donc c'est un gros oui pour moi. Et concernant V, la chanson en elle-même, j'aime beaucoup, j'adore V, j'adore sa voix, il est tellement unique. Honnêtement, sans surprise, j'adore cette chanson, mais après un peu déçu de ne pas l'avoir beaucoup entendue dans la série. C'est vrai qu'on l'entend pour la première fois pendant 1 minute, je dirais, dans l'épisode 13, lors d'une discussion entre Seolui et Choi-sa. On l'entend également en instrumental lorsque Choi-sa dit à Seolui qu'elle l'aime, et on l'entend pour la dernière fois lors de la scène post-crédit. Mais encore une fois, c'est quelques secondes à chaque fois, et j'ai pas eu vraiment le sentiment d'avoir profité de cette chanson avec la série. C'est une chanson que je vais beaucoup réécouter, mais du coup toute seule, c'est vrai que j'ai un peu de mal à l'associer à la série tellement je l'ai peu entendue, à part cette scène post-crédit où là vraiment on sentait une communion entre l'image et l'audio. Mais sa musique est magnifique, comme toutes les autres musiques de ce drama. Énorme point positif, j'avais de grandes attentes là-dessus, parce que je n'écoute jamais les chansons avant le visionnage de la série, et le résultat a largement dépassé mes attentes. Donc comme vous avez pu le comprendre, on se retrouve du coup sur un sentiment assez mitigé de ma part. Une trame principale excellente et qui m'a fasciné, une représentation de minorités telles les métis, ou alors la cause LGBT, voir ces sujets abordés sans détour vraiment, et qui sont extrêmement importants dans un programme aussi gros qu'Itaewon Class. Je trouve ça très fort et j'espère vraiment que ce genre de sujet sera de plus en plus traité parce qu'il le faut. Énormément de points positifs, des points négatifs également. La série ne peut pas réussir tout ce qu'elle a entrepris. La série n'a pas su aller au bout de ce qu'elle a voulu faire, n'a pas su aller au bout de ses ambitions. C'est dommage, mais nous a tout de même proposé des moments très forts. On va essayer de garder ces moments importants et ces moments marquants plutôt que le remplissage assez horrible pour faire avancer ces sous-intrigues qui sont honnêtement pas utiles. On s'arrête donc là sur Itaewon Class, clairement un des événements de 2020 dans l'industrie des dramas. Donc dites-moi ce que vous avez pensé de la série, sur quel point vous êtes d'accord ou vous n'êtes pas d'accord. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner au podcast et à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Moi je vous retrouve la semaine prochaine avec un peu de K-pop. Merci de m'avoir écouté, ciao ciao. 길었던 하루 그림자 아직도 아픔은 소송일까 말없이 기다려보면 쓰러질 듯 내게 와 안기는데 마음에 얹힌 슬픈 기억은 쏟아낸 눈물로는 지울 수 없어 어디서부터 지워야 할까 허탈한 웃음
길을 만난 듯 멍하니 한참을 바라보다 무언가 나를 이끌던 목소리에 한참을 돌아보며 지나온 모든 순간은 어린 슬픔만 간직간직 커버렸구나. 혼자서 잠들었을 그 밤도 아픔을 간직한 채 시간은 벌써 나를 키우고 세상 앞으로 이제 나가보라고. 어제의 나는 내게 묻겠지. 웃을 만큼 행복해진 것 같냐고. 아직 허기진 소망이 가득 메워질 때까지 시간은 벌써 나를 키우고 세상 앞으로 이제 나가보라고. 어제의 나는 내게 묻겠지. 웃을 만큼 행복해진 것 같냐고. 아주 먼 날 그때 그 아이